bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. On reprend les émissions après cet épisode douloureux, dramatique pour certains. Je veux avoir une pensée à tous les personnels soignants, à toutes celles et ceux qui ont fait qu'au quotidien, les policiers, les ambulanciers, les pompiers, les éboueurs, les caissières, enfin bref, tous ceux qui nous ont permis d'affronter cette épidémie dans les meilleures conditions, de nous permettre de nous alimenter, d'être soignés, etc. Donc voilà, je voudrais qu'ils soient remerciés au nom de tout le monde. Et puis avoir une pensée pour les familles et les victimes qui ont été malheureusement frappées. Donc voilà, donc je vous souhaite mes sincères condoléances et mes prompts rétablissements à toutes celles et ceux qui sont encore hospitalisés après cette période difficile. Donc on se retrouve nous et on va accueillir un invité. Et donc comme c'est l'avenir, eh bien c'est j'espère un acteur d'avenir. Et donc on va accueillir Ahmed Souna. Bonsoir. C'est ça, bonsoir, merci Akli pour l'invitation. Bonsoir, ouais, c'est bien ça, c'est Ahmed Souna, comédien. Voilà, alors je sais que tu es comédien, mais ce qui est bien c'est qu'on t'accueille, j'espère un comédien d'avenir, puisqu'on t'accueille post-Covid, donc dans une période où on doit relancer, on doit retravailler, donc j'espère que l'industrie, on va en parler, mais que l'industrie cinématographique va faire émerger de nouveaux talents. Ouais, bien sûr, en plus je viens de signer dans une nouvelle agence artistique, donc à l'avenir vous allez me voir, hein, j'espère. On espère aussi. Alors d'abord, avant d'arriver là-dessus, qui est Ahmed Souna? Tu es né où? Tu as grandi où? Tu es de quelle origine? C'est qui Ahmed Souna? Je suis originaire du Maroc, d'une ville qui s'appelle Taoudant. À 20 km, un village qui s'appelle Tamdros, un village berbère. Taoudant, Tamdros, c'est peut être que berbère. Hein, exactement. Les noms. Donc ouais, voilà, donc Tamdros, mes parents sont originaires de là-bas. Donc mon père est venu ici dans les années 80. Il est venu à Boulogne-Billancourt dans le 92, là où je réside actuellement. Il a travaillé dans les usines et voilà, il a fait venir ma mère. Et 15 ans après, je suis venu au monde. Tu es venu au monde 15 ans après qu'il soit installé. C'est ça. Le dernier de la famille ou quoi? Je suis le dernier de la famille, ouais. J'ai 3 sœurs et un frère dernier de la famille, j'ai 33 ans. Je suis le dernier de la famille. Et donc, comment ça se passe quand on est petit, dernier de la famille, qu'on est né avec des grandes sœurs, des grands frères? Peut-être que certains sont venus du Maroc, ça se passe comment? Non, ouais, on est tous nés ici, mais chez nous, en fait, le dernier, c'est pas le petit chouchou. Chez moi, c'est le grand, le petit chouchou, mais en général, ouais, ça se passe bien. Une petite fratrie, on était dans un petit cocon familial, tout se passait bien, quoi. Et donc au début, ton père était ouvrier chez Renault, c'est ça? Ouais, il est ouvrier chez Renault, il a fait toutes ses classes à Renault, après il y a eu une vague de licenciements, et après il a dû travailler, il a fait un peu de ménage, je pense. Ah ouais? Puis après, ouais, par son âme, il est décédé juste après. Donc, on le dit dommage parce qu'il ne va pas, mais il va reposer pas. Il doit être fier de toi quand même là où il est. J'espère. Hein? Ouais, j'espère. Je vais le voir justement tous les ans quand je vais au Maroc, je vais me recueillir sur sa tombe, mais j'espère qu'il doit être fier de moi. Ouais. Et donc maman vous a élevé après toute seule, quoi. Elle s'est mise à vous élever, puisque quand il n'y avait plus papa, donc c'est vraiment qui a pris le relais. Ouais, c'est ça en fait. Moi, il est décédé, j'avais 11 ans, donc c'est elle qui a pris le relais. Moi, je dis tout le temps, moi j'ai une relation très 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 forte avec ma mère. Donc moi je lui dis c'est ma mère et mon père en même temps. Ouais. Donc ouais, je lui dois énormément de respect, énormément d'amour, c'est ma reine, quoi. Tu as une grande fierté pour ta maman? Ouais, j'ai une grande fierté pour ma mère. Pour moi, c'est la plus. Et tes grandes sœurs aussi, qui ont suivi ta mère, et ton grand frère aussi quand même. Exactement, ouais, j'ai un grand frère qui s'en sort plutôt bien, j'ai des grandes sœurs qui s'en sortent plutôt bien. On est une bonne famille, et puis voilà, notre mère elle est fière de nous maintenant. Bon. Et comme la plupart des gens, maintenant elle est entre le Maroc et ici. Ouais, bah oui, là, elle profite, elle préfère rester avec sa famille là-bas, elle a plus d'acquaintance ou d'attache là-bas quand même, non, c'est ça? Ouais, exactement, elle vient de là-bas, donc il y a ses sœurs, il y a ses frères, et puis elle va là-bas, il y a les maisons que mon père a fait, donc elle y va et ça lui rappelle son enfance ailleurs. Ouais, ça lui fait. Mais vous lui manquez, donc elle vient souvent. Exactement, c'est ce qu'elle nous dit au téléphone. Ouais. C'est ce qu'elle nous dit au téléphone. Et elle est venue, heureusement elle est venue tôt, vu post-Covid, donc les frontières sont fermées. Mais des fois elle nous dit, ouais, bah écoutez, vous me manquez, donc elle revient. J'ai 8 neveux aussi, donc c'est une nièce et 7 neveux, donc elle vient voir toute la famille. Ouais, tu es en train de soulever les paradoxes de l'immigration, parce que nos parents, cette génération-là, voulaient repartir, mais quand ils repartent là-bas, ils ne sont pas à l'aise, ils sont à l'aise parce qu'ils retrouvent leurs racines, mais ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants de l'autre côté. Exactement. Et en fin de compte, leur vie, c'est un déchirement permanent. Exactement, en fait, c'est comme nous, c'est comme nous. Moi, je dis, mon père, c'est la France, et ma mère, c'est le Maroc. Eux, c'est pareil, mais sauf qu'ils doivent revenir ici. Donc eux, ils doivent revenir ici parce que nous, on est là, donc on leur manque. Et ils doivent revenir là-bas parce que c'est un peu chez eux, c'est là-bas où ils ont grandi, c'est là-bas où ils ont leur marque.
Donc toi, tu as fait des études de quoi? Alors c'est quoi le parcours scolaire là, du petit Ahmed à Boulogne-Billancourt Non, bah, c'est tout dans les quartiers de Boulogne. Parce que Boulogne d'aujourd'hui, c'est pas le Boulogne d'hier. Non. C'était beaucoup plus populaire puisqu'il y avait beaucoup d'ouvriers de Tondreno. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus bobo, beaucoup plus bourgeois. Mais à l'époque, c'est très ouvrier. Il y avait beaucoup d'enfants d'ouvriers. Ouais, même en général les Hauts-de-Seine, mais là à Boulogne, là, à l'époque il y avait les usines Renault, donc c'était énormément une ville ouvrière. Mais maintenant là, même moi, des fois, je vais dans des quartiers, je te jure que je ne reconnais même pas. Donc ils me donnent des rues qui dans ma ville, je ne connais pas. Maintenant ça a changé, c'est devenu une ville. Il y a des magasins, à tout bout de champ, il y a plein de choses. Je pense qu'il faut vivre avec, c'est la nouvelle génération. Moi, je suis en bas de chez moi. Maintenant, j'ai tout en bas de chez moi. J'ai mon coiffeur, mon boucher. Avant, j'allais à la boucherie dans une autre ville. C'est vraiment, ça a changé, mais après, bon, c'est les temps qui changent. Alors, qu'est-ce qu'a fait le petit Ahmed à l'école? Comment ça se passait? C'est quoi son parcours scolaire un peu Ouais, j'étais à l'école. J'ai fait mes gammes à l'école comme tout le monde, donc primaire, collège. Ensuite, lycée. Lycée, j'ai fait un BEP électrotechnique que j'ai eu. Et ensuite, il fallait travailler. J'ai fait un job d'été à la mairie de Boulogne. Et ensuite, il m'avait proposé un contrat et j'ai accepté. J'ai accepté parce que voilà, ma mère repartait de temps en temps pour aller au Maroc, donc j'ai accepté. J'ai dit, écoute, au moins le dernier il travaille et elle sera plus tranquille. Ensuite, j'ai travaillé à l'école. J'étais à l'école et en fait, là où j'ai aimé l'école, et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis comédien, c'est j'ai fait des ateliers théâtre. Je faisais des ateliers théâtre avec une professeure de français. J'allais te poser la question, d'où te venait cette passion? Donc c'est les ateliers théâtre, en fin de compte, c'est elle qui t'a donné un peu l'envie de te lancer sur les planches? Alors, je vais t'expliquer, j'étais en 5e sport parce que je faisais du sport, je faisais du foot. Et à la fin de l'année, j'ai mon professeur principal qui vient me voir et qui me dit, écoute, moi j'aimais bien faire rire mes camarades. Il me dit, écoute, il y a une 4e et 3e option théâtre. Il m'a dit, voilà, on s'est concerté au conseil de classe et on aimerait bien te voir en option théâtre. Donc moi au début, je me dis, attends, je suis avec mes potes, on fait du sport, on faisait du futsal, on faisait plein de choses. Mais je l'ai fait. Ensuite, j'étais un petit peu. Je me disais, ouais, qu'est-ce que je fais ici? Mes premiers cours de théâtre, je te jure, je tombe amoureux de ça, quoi. Je suis vraiment tombé amoureux de ça, tu te lâches, et puis voilà, ça se passait très 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 bien. Puis j'en ai fait, et puis après, j'ai continué jusqu'au lycée. Après, j'ai pris des cours privés. Et ensuite, j'ai pris des cours privés, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à la radio et qui m'a proposé de faire des émissions à la radio. En fait, c'est faire du live, faire des canulars téléphoniques, tout ça. Et ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu, ouais, j'ai fait ça. Ça fait ça combien de temps? J'ai fait ça pendant 1 an et demi, donc au début, voilà, j'allais dans les soirées privées, tout ça. C'était bien, c'était marrant, et je prenais ça à la rigolade, j'étais chez moi, j'étais rémunéré, j'étais chez moi, je faisais des canulars. Puis ça a duré 1 an et demi, puis après, il y a une réalisatrice qui m'a proposé un petit rôle sur son court-métrage. Puis je l'ai pris. Et ça s'est super bien passé. C'est quoi le nom du court-métrage? Parce que si les gens veulent te retrouver. Elle a fait une émission ici, elle s'appelle Malika Zaheri. Je connais bien Malika. Ouais. Malika, ouais. C'est pour ça qu'on la salue, Malika. Malika, si tu nous regardes, coucou. On la salue. Ouais. Et d'un monde à l'autre, elle m'avait proposé un petit rôle sur Facebook. Donc j'ai aimé, j'ai adoré. La même année, en fait, je me suis inscrit. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Donc je me suis inscrit sur des sites internet et j'ai commencé à faire du casting. Tu as fait du casting. Et tu parlais de football. La CBB, pourtant, c'est une bonne école de football. Ah, c'est un grand club. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont sortis de la CBB, de gens connus. Et donc, tu aurais pu faire aussi une carrière de football à la CBB ou... Ouais, non, je jouais au foot. Moi. Après, moi, j'étais dans la promotion. Je ne l'ai pas connu d'Atem Ben Arfa. Il y avait ici Ardia, issu de Boulogne-Billancourt. Ouais. Mais après, moi, j'ai dû arrêter parce que c'était la même année où mon père est décédé. En fait, en 98, j'avais 11 ans ou 10 ans. Ouais. 11 ans. Ouais. Et donc, du coup, grâce à Malika, tu as un peu t'as mis le pied à l'étrier. Ouais. Et donc maintenant, tu te bats donc un peu aussi pour la diversité, parce que c'est pas facile quand on est, entre guillemets, d'origine maghrébine ou black ou comme ça, parce qu'on vous assigne souvent à des rôles un peu de terroriste et de ceci. C'est difficile de jouer d'autres rôles, non? C'est pas un vrai combat? Ouais, non, c'est un vrai combat. Après, il faut voir avec, si on est avec une agent, faut voir les bons projets, tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'est ce qu'on nous propose, hein, même les petits courts-métrages, c'est ce qu'on te propose. On va te proposer maintenant, on te propose... Là, la mode, c'est chauffeur Uber. On va te proposer d'être chauffeur Uber, tout ça. Mais une fois qu'on est dans une agence artistique, on est plus professionnalisé. C'est là où on peut choisir leur rôle et tout. Il y a Roche Dizem qui disait qu'au tout début de sa carrière, on lui proposait des rôles de dealer et maintenant on lui propose un rôle de président. Donc ça avance et voilà, ouais, moi je suis pour la diversité aussi. Je l'ai vu aussi dans un rôle de commissaire, donc pour dire que ça avance aussi. Je l'ai vu, ce film. Ça c'est bien aussi parce qu'il y a parce qu'il y a des gens maghrébins, blacks, enfin d'origine entre guillemets aussi français, dans la police aussi française, c'est pas non plus des trucs réservés, non? Non, pas du tout, hein, même en police, je crois que j'avais fait un stage en police municipale. Non, c'est vraiment la diversité un petit peu. Il y a vraiment de la diversité un peu partout, hein, dans tous les métiers, que ce soit police, pompier, artistique, football, athlétisme, sport, maintenant dans la politique aussi.
Ah ouais. La diversité. Mais il y en a eu beaucoup. Mais est-ce que tu peux pas leur dire qu'ils ont confondu, ils confondent Uber et Uber? Ouais, C'est ça un peu, non? ouais, c'est ça, je pense, mais à mon avis, après, ils le savent. Là j'ai eu une petite polémique là, récemment sur un rôle TF1 où ils avaient mis le mot beurette et ça avait. Ils cherchaient une beurette, une comédienne maghrébine, ils avaient mis beurette, du coup... J'ai vu ça, ouais. Voilà. Sauf que sur plein de sites, c'est devenu un terme péjoratif, ce qui est marrant. Comment on construit des termes assignation à résidence, d'enfermement, d'image, comment on peut salir l'image des gens. C'est aussi ça la vraie difficulté de choisir des rôles dans le cinéma, de ne pas enfermer les gens, de ne pas t'enfermer dans des origines ou dans des stigmates, quoi, comme on dit. Ouais, c'est ça, mais après, il y a des gens qui aiment, quoi. Il y a des gens qui disent... tu sais, le cinéma, ça fait un peu rêver, donc il y a des gens qui disent, bah écoute, moi je préfère faire le dealer 100 fois, au moins, voilà, on me verra à la télé, je gagnerai de l'argent, ça dépend après. Ouais, c'est un truc. Mais toi, en ce moment, tu as des projets maintenant que je sais que tu as changé de maison, tu as comment on dit, une nouvelle ouais, une nouvelle agence artistique. Une nouvelle agence artistique avec quelqu'un qui te suit. Alors raconte-nous un peu comment ça se passe. Ouais, j'ai été signé en fait. On était en pourparlers depuis décembre. Donc on était en pourparlers. Elle avait pour projet de restructurer son agence artistique. Donc elle m'a proposé un rendez-vous. J'ai été allé la voir 3 fois. Elle s'appelle Gonel Baïd, très gentille. Et elle m'a intégré dans son agence artistique il y a une semaine là. Donc j'espère plein de projets, plein de bonnes choses. Voilà, on a quelques réalisateurs qui sont passés ici, Malika Zahiri, Jeff Fiction, enfin tous ceux qui nous regardent. Voilà, vous avez aussi un jeune qui veut se lancer, donc voilà, en même temps, fais la promo quand même. Ouais, merci, je te remercie. Et alors, toi, c'est vraiment, c'est ce combat que tu mènes, mais il y a un autre combat qui te tient à cœur, c'est le cinéma berbère. Parle-nous un peu de comment, de cette rencontre, c'est quoi cette histoire de cinéma berbère? Le cinéma berbère, moi j'ai grandi avec. J'allais avec mon père tout petit, on allait acheter les cassettes dans la célèbre place berbère marocaine à Agnières qui s'appelle Place Voltaire. Donc on allait chercher les cassettes des films comme, je vais dire les titres, c'est Boutfounast et tout, on allait regarder ça. Boutfounast, c'est l'homme à la vache. Exactement. Je le dis pour les gens, parce que ce soit en Schleur ou en Kabyle ou en Rifatu ou en Soussia ou en Chaoui ou en Mozambique ou dans le sud ou en Targui, tout ça, on a à peu près les mêmes mots, même si ça varie d'une région à l'autre. Ouais, c'est ça, non, ouais. Et c'est la même culture, la culture berbère. C'est des 3 pays, même des 4 pays, ouais. Ouais. Plus, tu sais qu'il y a même la Libye, le Nord Mali, le Nord Niger, la Mauritanie, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, des gens au Yémen. On a même eu un pharaon qui était un roi berbère. C'est une grande culture, non? C'est une grande culture, énormément. Mais aussi, il y a le cinéma. Et je suis tombé amoureux je regarde encore, je suis tombé amoureux vraiment, mais par manque de moyens. J'ai rencontré un réalisateur qui s'appelle Laoussine Tahiri, qui a filmé le mariage de ma sœur. C'est des prénoms vraiment berbères, ça. Laoussine, c'est des noms... Lahsen, tout ça, Mohand. C'est vraiment des prénoms chez nous, ça. Smaïl. Ouais, Smaïl, c'est ça, mais j'en ai plein. C'est ça, c'est les prénoms vraiment, c'est ça. C'est les prénoms amazigh, ça, typique. Ouais. Et donc, tu as rencontré Laoussine, c'est donc du coup... Du coup, je l'ai rencontré, on a un peu parlé. Moi, voilà, je lui ai dit, écoute, je suis un jeune comédien, j'aimerais bien m'investir au sein du cinéma berbère, parce que moi j'ai grandi avec, donc je regarde encore, ma mère regarde encore des films. Donc il m'a proposé de coproduire, mais il m'a un peu expliqué le manque de moyens qu'il y a là-bas, les gens qui piratent beaucoup. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, là-bas, que je dois la rencontrer, on va aller au Maroc et essayer de se professionnaliser un petit peu plus. Et tu l'as rencontré comment alors, c'est-à-dire on l'a rencontré, en fait, il a filmé le mariage de ma sœur. Voilà, franchement, c'est une rencontre, fallait que je le rencontre, c'est le destin qui nous a réunis. Donc on a discuté, je suis allé à sa table, on a discuté, moi je savais qu'il en faisait déjà, donc ça me tenait à cœur. Donc on a discuté, il m'a donné son numéro, il m'a dit viens me voir, il habite dans le Val d'Oise, donc il m'a dit viens me voir, je suis allé le voir, il m'a un peu expliqué, comme je t'ai dit, il y avait faute de moyens, il manquait des moyens, fallait que lui il est très ouvert aux gens, aux berbères qui investissent au Maroc ou dans leur région, c'est normal, qui investissent. C'est normal, ça. Ouais, mais il fait beaucoup de choses, il fait des soirées berbères ici, il fait des films berbères même ici, il fait des films berbères ici au Maroc. Donc voilà, c'est ce qui me tient à cœur et j'aimerais vraiment collaborer avec lui, de toute façon ça va se faire. Tu as envie vraiment de transmettre cette culture amazigh, parce que berbère c'est amazigh, parce que nous le bail des amazirs, parce qu'ils y tiennent à ce mot d'homme libre. Tu as vraiment envie de transmettre cette culture, cette histoire, ça te tient vraiment...
Non, C'est bien quelque chose sûr. qui est prégnant chez toi, Ahmed, non? Ouais, non, ça me tient à cœur, comme je t'ai dit. Moi, ma mère et mon père ne parlaient pas français, donc moi j'ai grandi avec cette culture. Je mange berbère, je parle berbère avec ma mère, je regarde des films berbères. J'ai des neveux, donc ils ne le parlent pas, ils sont kabylo. J'ai des neveux qui sont kabyles, Schlech du Maroc, Sousse, et ils ne parlent pas. Je leur apprends même des petits mots, tout ça. Il faut vraiment transmettre. On a une belle culture, une belle et une bonne culture, hein, donc il faut vraiment la transmettre, que ce soit une culture culinaire, culture artistique, une histoire aussi. On a une belle histoire, des chansons aussi, énormément de choses. Donc ouais, il faut la transmettre. Il faut laisser quelque chose aux enfants d'ici, quoi. C'est vrai, quand tu dis sur la culture culinaire, souvent on oublie que le couscous aussi, c'est berbère, c'était les choses, on dit, mais le morfou, les spécifiques. Et il y avait ici, à ta place, il y a l'Hassan Hafid qui est passé ici, l'Hassan qui est Schlech, Ah oui. et qui est numéro 2 du Ritz, Ouais. quand même, et qui expliquait que son goût pour la cuisine, il l'a eu avec sa mère dans les montagnes de l'Atlas, et il allait chercher des épices, etc. Et donc il appelle encore aujourd'hui sa maman pour qu'elle lui donne des idées sur le mariage des épices. Et c'est vrai que les Schlech, dans les montagnes de l'Atlas, savent marier les saveurs, etc. souvent. Ouais, il faut. Moi, je te dis, moi, quand ma mère revient du Maroc, c'est épicelant chez moi. Il y a plein d'épices, tout ça. Et elle a cuisiné comme ça. Mais moi, quand j'allais dans les montagnes, des Berbères chez nous, ça me frappait en fait. Elle me disait, va chercher ça. J'avais qu'à descendre et aller chercher des épices. Alors que moi, ici à Paris, il fallait les acheter et tout ça. Donc, il y a plein de choses. Et je voyais quand elle les cuisinait, quoi. Et il y avait des goûts. Je lui demande encore comment elle fait, mais c'est un secret de maman. Ça, Je vais en parler tout à l'heure. Je te jure, je vais en parler tout à l'heure. Elle faisait à manger. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Elle m'a dit, écoute, c'est comme ça. C'est un secret culinaire. C'est culinaire. Ouais. Et il y a aussi un truc qu'aujourd'hui, comme on parle de santé après le Covid, on a aussi une pharmacopée qui est importante, des herbes naturelles, avec quoi on se soigne. Nous, on ne se soigne pas, tu vas dans les montagnes, ils se soignent toujours avec les herbes, les plantes, même maintenant toujours. Ah, non? même ma mère, elle était un petit peu malade, elle soigne. Tu vas lui ramener des médicaments, elle va te dire non, elle va prendre, j'ai un mixeur, je vais acheter, elle va te mixer des petites épices comme ça, elle va les boire, et je te jure que ça marche. Hein. Oui, Ça- j'ai vu, ça- moi ça- ça marche, hein. j'ai déjà vu, comme les gens ne le savent pas, mais par exemple, j'ai découvert à travers le truc que l'oignon revenu à l'huile d'olive, un peu joli, il ne faut pas laisser trop cuire, que tu mets sur des panaris et des choses comme ça aspire le pu et tout ça. Donc ça, j'ai vu de mes yeux, ça c'est des choses que moi j'ai vues, où des gens me disaient, les médecins disaient il faut opérer, et là, une vieille chelou dit non, tu vas lui mettre ça, vous le mettez dans un pansement et tout, et le lendemain vous verrez que ça va aller, et le lendemain il n'y avait plus rien. Hein. Non, Donc mais je te jure. c'est des choses que j'ai vues aussi, quoi. Ouais, non, moi aussi, je m'étais ouvert la tête. Moi, quand on était petit, je crois mon frère m'avait poussé sur le coin d'une table et je te jure, je m'étais ouvert la tête. Ma mère, elle m'a dit bouge pas, je sais pas ce qu'elle a fait. Elle m'a mis une patte, mais genre, ça a cicatrisé direct. C'est des Ouais, petits donc secrets, c'est des petits secrets chez nous, c'est de la médecine chez nous. J'ai même des collègues à moi qui me demandent des fois, ouais, est-ce que tu peux me ramener tes marocains, est-ce que tu peux me ramener ça comme épice, c'est bon. Donc, ouais, Ah, chez ça nous, c'est change comme ça. du fait qu'on dit que les Marocains, tout ça, font tout ça, ça change. Non, Ouais, non, ça change. Ça change Non, ça, c'est un mythe. Ouais. C'est Non, un mais mythe. je te dis en boutade parce que Ouais, comme ouais. je vais vous dire, tiens, il sonne, c'est pour te montrer quand même qu'il y a quand même des choses intéressantes dans la culture amazigh. C'est ça, c'est tout ce qu'on peut faire avec. Et donc, toi, tu as vraiment envie, à travers le cinéma, donc si les gens qui nous entendent, qui voudraient vous accompagner, parce que c'est aussi le besoin de financeurs. Ouais, bien sûr, ouais, exactement. Vous avez besoin j'allais en aussi parler, pour ouais. truc, et que tous ceux qui se plaignent que la culture berbère n'est pas assez reconnue ou n'avance pas, n'est pas transmise, ben là, ils ont une occasion, peut-être à travers le cinéma, d'aider, d'accompagner cette culture et de vous permettre de faire des films qui transmettent la langue, la culture, l'histoire, enfin, qui sont dans le partage. Ouais, exactement. Il y a les films qui font ça. Et en fait, lui, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il raconte une histoire. Il raconte une histoire, justement, à un moment, il avait fait un film, il avait raconté, à un moment, la conclusion du film, c'était à tous ceux qui veulent investir, qui ont cette double culture, venez investir chez nous, il nous faut des moyens, on a un manque de moyens. Après, je sais qu'il fait des spectacles ici, donc il invite des gens pour voir la culture amazigh, donc il s'habille, tu vois, les tenues un peu chez nous, c'est un peu les mêmes. Hein. C'est un peu les mêmes partout, donc il met des tenues. Elles sont différentes en fonction de village en région. Ouais, voilà, Chez nous, mais ça change pas. il y a tellement de diversité, de variété. Ouais, Mais il y a mondialement, on parlait de tenues, il y a mondialement le Miss Amazigh, mais c'est mondial. Hein. Cette année, je crois que c'est d'ailleurs une Schlech qui a gagné. C'est un concours mondial, c'est tous les Amazirs du monde. Hein. Même ceux qui sont aux îles Canaries, parce que les gens ne savent pas qu'il y en a aussi aux îles Canaries. On est partout. On est partout. Là. Ah, on est partout. Ouais. On est comme les Martiens, non? Ah, on est partout. Non, mais je te jure, des fois, moi j'ai des amis à moi, on est partout, on va en voyage, on parle berbère et il y a des gens qui nous répondent. Et après, entre nous, il y a une connexion. Quoi. Je sais que quand deux berbères se rencontrent, on se parle direct comme si on se connaissait. C'est vrai qu'on je disais que c'est dans notre culture, on n'a pas ce problème de frontières. Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Non, On est d'abord à Ouais. berbère avant de discuter, c'est des liens forts, c'est Ouais, ce qui c'est des fait liens que ça forts. rapproche les gens. Ouais, c'est des liens forts, comme je te disais. Hein. Il y a des gens, moi je les connais pas, on va se parler. Ah, t'es berbère, t'es d'où? Ah, bah, dès qu'on dit on est berbère, on se parle directement berbère. Et comme je t'ai dit, il y a vraiment une connexion, on dirait on se connaît. Et voilà, comme chez nous, tu sais, on est tous cousins. Donc, ah, tu connais un tel, c'est mon cousin. Donc, toi, t'es ma famille, t'es Ouais, mon je cousin. sais, je connais. Ouais, c'est pareil chez nous. Donc. Parce que les Amazirs, à l'époque, si tu veux, ils se mariaient souvent entre eux, tout ça. Donc, il y a toujours eu un mélange. Donc, du coup, quand tu parles avec quelqu'un, tu es forcément en discutant, tu retrouves que tu as un lien, quoi, quelque part. C'était souvent ça, puisqu'à l'époque, c'était par rapport. Et d'ailleurs, c'était aussi ça dans notre origines, notre ethnies. C'est parce que c'était pour garder les terres. Exactement. On ne pouvait pas donner la terre. C'est important chez les Berbères, la terre. Ouais, exactement. Ouais. Ah bah, il y a encore, moi je crois que mes terres berbères, j'ai encore les écrits qui datent de chez. C'était mon grand-père qui les avait fait, mais c'est important chez nous. Hein. Même investir, hein, il y en a qui. Je sais qu'il y en a ici qui retournent dans les villages de leurs parents et qui rachètent des terres, qui font des choses, qui font des fermes, qui font. Je sais que chez moi ça se fait. Ouais, parce qu'on garde la terre, pour nous c'est une richesse. C'est d'abord parce que c'est des bergers à l'origine, c'est des nomades, c'est des gens qui sont attachés à la terre, à la ferme et à tous ces travaux, la culture, l'agriculture, l'élevage, c'était leur mode de vie. Ouais, exactement, ouais, même ici. Hein, je sais que ma mère, quand elle me raconte sa vie, ça n'a rien à voir avec la vie que j'ai eue. Moi. Je sais qu'elle m'a dit quand j'avais ton âge, faut se lever, faut aller traire les vaches, faut aller faire ci, faut aller chercher du bois au fin fond de la montagne. C'était pas la jeunesse, donc il y a encore cette attache, cette culture. Bah, on l'a vu pendant justement, tu as vu, on l'a vu pendant le Covid. Hein. Ouais. On a eu des pannes de ceci, de cela, même parce qu'il y a trop de monde. Et on découvre que la vie, en vrai, c'est pas appuyer sur un bouton et tout avoir. C'est qu'il y en a qui allaient chercher tout ça. Et donc, on a peut-être à se réinterroger sur le sens de la vie. Ouais, exactement. Il faut s'interroger sur le sens de la vie. Mais même cette crise sanitaire, il y en a qui ça a fait, malheureusement, pas aux gens décédés, hein, pas grave, mais il y en a, voilà, comme tu as dit, qui voient au moins le bon sens de la vie, les gens importants aussi. L'essentiel, voilà, exactement. Que l'humain est passé avant tout. Exactement, que l'humain est passé avant tout. Moi, mes voisins, je te jure que j'ai appris à les connaître là. Voilà, t'as besoin de ça, tiens ci, tiens ça, on se rejoignait en bas. Il y a plein de choses. Donc, ouais, mais la solidarité, c'est quelque chose, c'est pour ça que je t'amenais ça, parce que la solidarité, c'est quelque chose qui est naturel chez les Berbères. Exactement. Dans les villages. Ouais, même si on ne s'aime pas, parce que tout n'est pas rose non plus, il ne faut pas dire, mais mentir aux gens, mais quand il s'agit d'être solidaire, c'est une question de dignité, de nif, comme on dit chez nous, c'est d'être présent, d'être toujours là. Oui, exactement. Il y a une association d'ailleurs chez moi dans mon village, là, et dès qu'il y a un problème, voilà, on se cotise. Et, par exemple, il y a quelqu'un qui doit faire une opération, il doit se faire couper la jambe, ou voilà, on se cotise, on va lui payer. Il y a vraiment une solidarité, une très forte solidarité chez nous. On ne laisse pas, on a le respect des anciens, on a le respect des nouveaux aussi. On sait d'où on vient, donc non. Et puis il y a tout ce qui circule sur les schleurs, comme quoi c'est des pinces, tout ça et tout. Ah, on me le dit tous les jours. Hein? Non, on me le dit tous les jours. En fait, à mon avis, c'est les épiciers qui faisaient pas crédit et depuis, ouais, ça nous colle. Mais non, c'est faux. C'est comme le suhour et tout ça. Ouais, c'est des mythes. Mais là, je salue nos épiciers parce que nous, on a un bon oeil, c'est Ami Saïd, qui est schleur, c'était le meilleur professeur d'économie. Hein. Ah ouais. Il m'explique que si tu achètes un produit à 1 euro, si tu le vends à 1 euro, tu perds de l'argent au bout d'un moment parce que tu as des charges et tout. Et si tu le vends au même horaire que les autres, bah, tu ne peux pas le vendre plus cher, donc tu ne sais pas du business. Donc c'est des vrais professeurs d'économie, de stratégie économique. Hein. Ah, exactement. Moi, j'ai mon voisin qui est épicier, tout ça, et quand il donne des leçons. Mais de toute façon, il y a quelqu'un, j'avais rencontré quelqu'un, je passe du coq à l'âne, j'avais rencontré quelqu'un, mais je lui avais dit mes origines. Et elle m'a dit, chez vous, les berbères, vous êtes commerçants. Tous. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, vous avez l'esprit du commerce. Bah, c'est ce qu'on faisait quand on avec le exactement. On devait échanger pour avoir ça contre ça, pour faire avancer. Mais c'était pour survivre. Ouais, exactement. Ouais. C'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, t'as l'esprit du commerce, comme tu disais. Les gens, ils achètent un truc à 1 euro, ils leur vendaient direct. Mais ils donnent des conseils pas mal. Ils donnent des conseils pas mal. C'est des beaux professeurs d'économie. Exactement. Hein. Sans avoir fait les grandes écoles. Non, sans avoir fait de grandes écoles, sans lire, sans écrire, mais les chiffres, c'est les chiffres. Mais tu les roules pas, ils savent de quoi ils parlent. Exactement. Hein. Quand tu leur dis un truc, ils connaissent pas. La maison ne fait pas crédit. Et donc là sur ce travail-là, ce serait intéressant que dans ces films que vous faites, que ce soit bon pour les Schlagberg, mais d'expliquer un peu cette trajectoire, cette histoire d'où on vient, parce qu'il y a aussi un levier qui est important, c'est le levier démocratique. C'est-à-dire, Tajbert, les gens qui se rassemblaient dans les villages pour décider pour les autres. Il y a tout ce travail, c'est ça qui te touche et qui te plaît aussi. Ouais, non, il y a ça, c'est comme ce que je te disais, c'est vraiment aller là-bas et faire passer des messages, tout ça, savoir déjà comment ça se passe là-bas, être engagé, plein de choses comme ça en fait.
C'est vraiment avoir cette culture, parce que comme je te disais, moi j'ai mes neveux, ils parlent pas, ils connaissent rien, vraiment, ils connaissent pas. Donc ils y vont quand mes frères et sœurs y vont, ils ramènent leurs enfants, mais ils connaissent pas. Au moins eux leur transmettent des choses aussi, qu'ils voient comment ça se passe, qu'ils voient ce que c'est la vie là-bas. Ah, c'est bien, c'est que du coup, tu as vraiment envie de faire, parce qu'on en parlait avant l'émission, Ouais, bien sûr. tu avais envie parce que tu trouvais que tes neveux ne parlaient pas et que tu avais envie de leur transmettre quelque chose d'important sur leur histoire, leur culture, leurs racines. Et puis en plus, au-delà des neveux, je crois que pour les gens qui vont regarder, ils vont découvrir, parce que tu peux t'enrichir de la culture des autres. Exactement, tu peux t'enrichir de la culture des autres, hein, le métissage, plein de choses, hein, que les gens venaient, en fait, tu vois, un étranger, quand tu le connais pas en général, c'est toujours... tu vois, tu es toujours en train de dire non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Mais une fois que tu l'approches, une fois que tu lui parles ou que tu connais en fait sa culture, tout ça, bah, c'est là où tu t'ouvres. Tu t'ouvres aux gens, comme on dit. Hein, les plus tolérants sont ceux qui ont le plus voyagé, donc qui ont eu le plus de culture. Ouais, bah c'est ça, c'est ce qui fait tout. Et donc là, c'est quoi alors, parce que l'émission va bientôt toucher à sa fin, c'est quoi tes projets là, donc du coup, avec cette nouvelle agence de casting? Bon, ça, on a compris que le cinéma berbère, ça, tu te souviens, moi, on en a beaucoup parlé, mais tes projets à toi, là, est-ce que tu as des choses dans les tuyaux? Ouais, j'ai des projets. En fait, moi, j'ai deux passions, j'ai le cinéma et la mode. Donc, au niveau du cinéma, je suis dans une nouvelle agence artistique, je travaille avec une coach qui s'appelle Yasmina Pastural. D'ailleurs, si elle va regarder l'émission, je passe un grand bonjour. Donc, j'ai une coach et je suis un peu structuré, donc plein de casting, j'espère. Et à côté, je vais créer une marque de vêtements. Ah voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu Voilà, ouais, je crée une marque de comment vêtements qui va s'appeler BYSCH Biche, en fait, qui veut dire By Suna Ahmed, de Suna Ahmed, mon prénom. By de Suna Ahmed, oui. Voilà, qui va en janvier 2021, parce qu'en fait, je devais la faire maintenant, mais malheureusement, je peux pas avec la crise sanitaire, donc j'ai reporté. Donc ça va être du streetwear français et du streetwear français, parce qu'en mode la France est très Il y aura une touche à Mazir dans le... on verra, il y aura une petite touche à Mazir. Je sais qu'il y a des stylistes à Mazir, là d'ailleurs j'en connais un, c'est un Algérien, donc je vais voir avec lui si on peut faire une petite collection, une petite capsule, ça serait pas mal. Ça te plairait, tout ça et tout. Ouais, bien sûr. Et donc là, parce que aussi il y a ça, mais qu'est-ce que tu as envie de dire là, parce que cette émission, c'est la tienne, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent? Après, tu parleras à ta famille, mais aux gens qui nous regardent, qui veulent se lancer, tu as envie de leur dire quoi? Écoutez, lâchez pas. Hein, si vous avez une passion, ne lâchez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de... Moi, j'en ai eu, hein, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de... Mais il y a beaucoup c'est difficile. C'est difficile, c'est énormément difficile. T'as beaucoup souffert dans ouais, faut pas lâcher. Les fausses promesses, des choses qui ne fonctionnent pas, ou des gens qu'on croit, mais en fait, ils sont... Voilà quoi, tu penses qu'ils veulent notre réussite, ouais, et qu'ils sont faux. Donc ouais, ne pas lâcher, vraiment ne pas lâcher. À un moment, voilà, ça paye, vous allez rencontrer des gens bons. Des gens comme ma nouvelle agence, des gens comme toi, des gens comme... Moi, je fais du... Moi, c'est pour faire le débat, hein, je fais du show. C'est pas parce que je sais que t'es... Parce que non, mais les gens souvent me disent ça, mais c'est vrai que l'objectif, c'est d'être bienveillant. C'est quand on fait de la télé ou quand on fait des choses, c'est de le faire pour essayer de transmettre quelque chose. Ce que tu fais, c'est plutôt toi qui me permet de faire cette émission parce que tu existes. Donc tu vois, je renvoie aussi les choses aux gens, parce que je crois que les gens, ils savent pas que c'est un travail collectif, c'est les synergies, c'est de pouvoir construire ensemble. C'est pas du bon sentiment, du supplément d'âme, c'est parce qu'on a aussi, toi comme moi ou d'autres, on a un projet de société. C'est de donner à voir ceux qui se battent et que de leur permettre, si on peut permettre aux gens, et je le dis, la bienveillance, c'est ce qui doit nous guider, c'est pas l'option bienveillance. Parce que pourtant les gens sont option bienveillance. Donc voilà, donc je sais que j'ai vu les extraits que tu as joués. Tu as un acteur qui a des qualités, qui a du jeu. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça avance pas, quoi. Sauf à vouloir discriminer. Ouais, c'est ça, vouloir discriminer.